Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bien le bonjour. Hello. Hello. Faudrait que j'essaye de trouver des petites phrases différentes d'une fois à l'autre, histoire de changer. Mais on va rester bien classique pour aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ça va. Alors, on se lance. Aujourd'hui, on parle paramédical et thérapie alternative. Yes. Héloïse, est-ce que tu veux te lancer pour nous expliquer, en tout cas pour nous mettre en contexte, s'il te plaît? On pose le cadre, c'est ça? Ça. Alors, déjà, on va faire un point sur la notion du paramédical et tout ce qui va être thérapie alternative. De façon très sémantique, très basique, le paramédical, c'est tout ce qu'il y a autour du médical. Donc, ça va englober les psychologues, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les ergothérapeutes. Tout ça, c'est ce qu'on considère comme le paramédical, donc qui va être autour du médical pur. C'est-à-dire que le médical pur, c'est le médecin ou le chirurgien. Okay ? Donc, quand on parle de paramédical, c'est tous les acteurs de soins autour du patient. Donc, je le répète, kiné, ergo, psy, infirmier, tout ça. Les thérapies alternatives, là, en fait, ce sont des thérapies qu'on peut mettre en place associées à la thérapie médicale que l'on suit dans le cadre de son cancer. Et là, on va parler justement de tout ce qui va être acupuncture, Qigong, ce qui peut être, j'en sais rien, yoga, naturopathie, toutes ces choses-là vont être considérées comme des thérapies alternatives. Alors, on peut aussi employer le terme de médecine alternative, mais de façon légale. Il y a un petit bisbis, on va dire, en France et peut-être au Canada sur le terme de médecine alternative, puisque ce n'est pas forcément reconnu comme des médecines partout. C'est pour ça que nous, on fait le choix dans le podcast d'utiliser le terme de thérapie alternative. Voilà pour le petit point sur ça. Est-ce que ça vous semble clair, les filles, et OK? Ouais, merci. J'avoue que j'aurais pas mis infirmière dans le paramédical, j'aurais mis dans le médical, c'est drôle. Et non, on est du paramédical. Le médical, c'est vraiment tout ce qui a trait à la prescription. Et en fait, en tant qu'infirmière, nous ne pouvons pas prescrire en France. Au Canada, certains types d'infirmières ont un droit de prescription, mais qui reste très limité. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment par rapport au fait de faire une ordonnance ou en tout cas de prescrire des médicaments, quoi. Prescrire. D'accord. Et après, tout le côté chirurgical, médecine, tout ça. Ok. Est-ce que vous avez des choses à dire peut-être sur le paramédical avant qu'on passe plus sur les thérapies alternatives? Alors, moi, la seule chose que je pourrais apporter dans le cadre d'un suivi de patients atteints de cancer, c'est que le paramédical, il est tout aussi important que le médical. Forcément, je défends un peu mon ancienne paroisse, mais voilà, que ce soit les infirmiers, les kinés, les psychologues, les ergothérapeutes et tous ces gens autour, hein, j'en oublie peut-être, c'est l'ensemble qui va accompagner la personne. Voilà, l'aide-soignant, il va aider dans la toilette au moment où la personne sera le plus affaiblie parfois. Donc, c'est là où des fois les gens vont se confier. Il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et si tu as un aide-soignant de luxe, il va te le transmettre à toi en tant qu'infirmière. Et ça te permettra du coup d'en parler avec la psy et de dire, là, tu vois, même s'il te dit non, on va peut-être essayer de forcer pour discuter un peu avec, des choses comme ça. Donc pour moi, le paramédical est tout aussi important que le médical. Ça sert de soupape, ça sert de temps d'écoute autre que le médical, parce que des fois, on est perdu dans les termes, on ne comprend rien. Donc, ça a permis aussi de vulgariser tout ça. Mais comme tout, ça a peut-être ses limites à un moment donné. C'est-à-dire que oui, moi, il y avait un suivi quand ils étaient hospitalisés.
Mais bon, après, il retournait à domicile. Donc, soit c'était un suivi par l'infirmière à domicile, certes, mais il y avait la possibilité d'autre chose. Et du coup, je vais vous raconter cette petite anecdote qui est que dans le service où je travaillais, et dans d'autres services, je l'ai vu, c'est très balbutiant, mais il faut savoir que ça existe. Moi, j'avais un médecin qui était pas forcément ouvert aux thérapies alternatives, mais qui voulait tout pour le bien-être de ses patients. Et par rapport aux chimios, on s'était rendu compte que des fois, voilà, les patients avaient des sensations de brûlure, des choses comme ça. Et des fois, ils faisaient venir des rebouteux dans le service pour enlever le feu. Je trouve que quand même, dans un CHU régional, voire enfin, un truc énorme, enfin, la région Auchan, on est quand même un des plus grands CHU de France. C'est quand même énorme d'avoir réussi à mettre ça en place. Donc non, tous les médecins ne sont pas fermés à ces thérapies alternatives. Je ne dis pas que les thérapies alternatives sont la solution. Ce que j'amène juste, c'est que parfois, sur certains patients, ça peut avoir des effets très positifs. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Il faut respecter vraiment les avis de chacun. Mais voilà, donc le paramédical, pour moi, c'est vraiment cette notion-là d'accompagnement, de suivi. Et puis derrière, les thérapies alternatives peuvent amener autre chose que la structure médicale ne peut peut-être pas amener. Carrément. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. En plus, je prêche mon ancienne paroisse de psychologue aussi, donc je n'irai pas à l'encontre de ce que tu viens de dire. Et puis, je trouve que c'est indispensable, même au niveau kiné, etc. Je sais qu'après un cancer du sein, après une chirurgie surtout, il peut y avoir des séquelles que finalement le kiné peut diminuer, quoi. Mais J'ai du mal. complètement, la rééducation à la prostate pour les patients hommes qui ont eu des cancers de la prostate, le kiné est primordial, hein. Carrément. Donc ouais, le côté paramédical. Et en même temps, je suis complètement d'accord. Cette histoire de rebouteux, de barreurs de feu, ou je ne sais comment on les appelle, j'ai suivi un peu ça justement. Et en fait, le truc, c'est que les médecins, ils ne l'expliquent pas, le pourquoi ça fonctionne, mais le fait est que ça fonctionne. Donc il y a un moment, ils se sont dit, on ne peut pas le prendre, enfin voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, alors qu'on voit bien les résultats et que ça soulage nos patients finalement. Donc autant y avoir accès plus facilement, quoi. Mais c'est chouette justement de voir que c'est une possibilité aussi parce que il y a des fois où il y a eu un temps où la médecine était au-dessus de tout et là finalement on se rend compte que c'est pas, il n'y a pas que ça. Donc le paramédical a sa place et les médecines alternatives, en tout cas pardon, les thérapies alternatives ont aussi carrément leur place, quoi. Et je trouve que ça permet en fait de donner un accompagnement complet aux gens et très varié, quoi, et qui peut répondre à leurs différents besoins en fait. Mm. Est-ce que toi, Betty, tu as des histoires de patientes peut-être qui t'ont raconté des choses, des... Non, j'étais en train de réfléchir. Nous, par exemple, à la Fondation Virage, on a un service de kinésiologie. Donc ça, je pense que ça rentre dans le paramédical parce qu'il faut vraiment une requête médicale du médecin. En tout cas, en France, la kinésiologie n'est pas reconnue comme du Je ne sais paramédical. pas si c'est la même kinésiologie en France. Les termes, c'est un peu... C'est pas les mêmes termes, il me semble. Justement, le kinésiologue, c'est plus comme ça se rapproche d'un ergo ou d'un kiné en France. Ah, Il me semble. Ouais, Donc, je c'est une pense. question de termes. enfin, en tout cas, en France, c'est vraiment considéré comme une médecine, comme Mais une en fait, thérapie parce que alternative, hein. il y a aussi de la kinésiologie. C'est pour ça que c'est bizarre ici, parce qu'il y a de la kinésiologie où moi j'en ai vu une, où là c'est vraiment pas du paramédical, où elle travaille avec ton corps pour venir éventuellement libérer des traumas. Mhm. Que là, à la fondation, c'est vraiment des kinésiologues, je pense plus kinésithérapeutes, Mhm. Ok, où là, il faut vraiment une requête médicale par le médecin. Et c'est vraiment ok. des exercices pour notamment, tu as beaucoup de chimio qui donnent comme effet secondaire de la neuropathie. Et donc, tu vas aller travailler beaucoup sur cette neuropathie. C'est beaucoup pour, même pendant la chimio, pour garder une activité physique, garder du tonus. C'est vraiment sur l'aspect musculaire, en fait. Donc, c'est Ok, pour ça que je pense que là, c'est plus de la kinésithérapie comme en France. ouais, c'est possible, ouais. Mais Parce que vraiment, bon, du coup, on fait l'aparté, kinésiologue en France, les kinésiologues français, on est vraiment sur de la thérapie alternative avec de la micro-kiné. On va être sur rechercher dans les ancêtres, rechercher. Alors, il y a ouais, des compétences paramédicales, clairement, hein, ils l'ont profondément, mais il y a tout un truc holistique associé.
En Là, c'est France. pas du tout ça. Je parle Ouais, en là, France. ouais, non, mais je comprends parce qu'il y en a aussi ici qui se disent kinésiologues et c'est plus comme ce que tu viens de dire. Voilà. Nous, en tout cas, ici, c'est ça, la kinésiologie, donc au CHUM, ce sont vraiment des kinésiologues spécialisés en oncologie et il n'y a pas du tout l'aspect holistique. C'est vraiment purement physique, exercice physique et musculaire. Ce qui se rapproche a priori plus d'un kinésithérapeute français, quoi. Mm, ouais, exact. Donc voilà, en paramédical, puis c'est vraiment le seul service où il est exigé une requête médicale. Et après, tout le reste qu'on va proposer, là, ça va plus être dans des thérapies alternatives. Et alors, la socio-esthétique, du coup, ça se retrouve un peu dans les deux. C'est le. Ben ouais. D'accord. J'avoue que je sais pas trop où la situer. Enfin, je dirais l'esthétique en soi, c'est plus de la thérapie alternative. Mais c'est vrai que là, il y a quand même, on pallie beaucoup à des effets secondaires, donc je sais pas trop. Mais après, ça reste quand même des crèmes. Les solutions que je leur propose, c'est que du cosmétique. Et je propose aucun médicament. Donc, je pense pas que ça rentre dans le paramédical non plus. En tout cas, en France, l'amalgame est souvent fait. Pour moi, ça rentrerait dans le paramédical. C'est en train de se faire, mais comme vient de l'expliquer Betty, en effet, paramédical, il y a quand même un acte derrière proche du médical. Il y a quand même Là, on est dans ce qu'ils appellent du soin de confort, du soin esthétique, même si pour moi, c'est clairement indispensable. Vous connaissez mon avis dessus. Voilà, c'est pas considéré non plus comme une thérapie alternative. C'est vraiment un à côté, quoi. C'est un à côté, mais qui est plus qu'indispensable. Ouais, c'est là où c'est pareil, on pourrait revenir sur la définition de d'acte de confort, en fait, hein, parce que Complètement. pour les patients-patientes, c'est loin d'être du confort, mais après, c'est une question de point de vue, quoi. Complètement. Au même titre que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont hyper dans le médical et il ne faut pas leur parler des thérapies alternatives. Et c'est hyper important de le respecter et de surtout pas les forcer, quoi. Enfin, à un moment donné, chacun fait comme il sent. Et inversement, ceux qui sont ouverts à ça, de les laisser aussi et de ne pas les juger. Parce que j'ai pu le voir dans le médical, des personnes qui disaient qu'elles se soignaient avec du curcuma, des choses comme ça, et où les médecins les jugeaient ouvertement. Bah, en fait, juste laissez-les, quoi. Si c'est leur croyance et que ça leur fait du bien et que ça marche, bah, tant mieux, en fait. Enfin, donc c'est pour ça que je me permets d'avoir un discours un peu où j'explique ces entre-deux, parce que dans les deux cas, c'était jugé. Maintenant, on va juger quelqu'un qui a un cancer et qui veut pas faire de thérapie alternative. Ouais, mais laissez-le, en fait, c'est son choix. Et au même titre qu'on va juger quelqu'un qui croit énormément aux thérapies alternatives, et on va dire que ça y est, c'est quelqu'un qui pense qu'au pissenlit. Et non, en fait, c'est le choix qui C'est est propre vrai. à chacun. Non, c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai que je trouve que la frontière est mince. Là, je réfléchis et je me dis, tu vois, la massothérapie aussi. Donc, nous, au Canada, il existe la massothérapie, où c'est vraiment du massage thérapeutique. Donc, ça guérit quand même pas mal de maux. J'irais aussi pour du paramédical, mais je pense qu'en fait, c'est plus de la thérapie alternative. Ou comme l'acupuncture aussi. Ça vient soigner, traiter des maux aussi. Là, il y en a même une qui est vraiment spécialisée dans le cancer. Donc, tu vois, enfin, je trouve que c'est la frontière est mince, quoi. On est d'accord, d'où l'amalgame. Et du coup, est-ce que vous avez des patientes ou toi, est-ce que soit dit que tu as pratiqué des choses en thérapie alternative, par exemple, dans le cadre de ta pathologie? Juste, je voulais rebondir et par rapport à ce que tu disais là, Betty, ou même ce que tu as dit avant, Héloïse, c'est que tout ça est complémentaire, en fait. Justement, oui, effectivement, si ça te parle pas, n'y va pas, et si ça te parle, vas-y. Moi, ce que je trouve dommage, en plus, dans le fait que ce soit jugé par la médecine parfois, c'est que du coup, il y a des patients-patientes qui vont faire ça en secret, qui vont pas en parler à leur médecin par peur d'être jugé justement, mais potentiellement il y a des choses, tu vois, tu parlais du curcuma, il y a des choses au niveau alimentaire ou quoi qui peuvent peut-être ne pas bien matcher avec les traitements, on va dire quoi. Je sais que par exemple il y a le pamplemousse avec certains antibiotiques, faut surtout pas en prendre. Donc je me dis c'est d'où l'importance d'ouvrir vraiment la discussion sur ça et de s'ouvrir un peu les esprits sur ça parce que je trouve ça important que les patients-patientes puissent en parler à leur médecin pour voir si c'est OK, si c'est vraiment complémentaire et que ça vient pas poser problème, quoi, finalement, dans le traitement. Complètement d'accord. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire.
ça peut vraiment être dramatique. Nous, on avait une personne qui était persuadée que boire de l'eau avec du citron, c'était génial. Oui, oui, c'est très bien, sauf qu'elle en buvait des quantités énormes, mais énormes, hein, vraiment. Et puis, c'était pas du citron, c'était du Pulco. Désolée, j'ai donné une marque, mille excuses. Pulco, Orangina Fanta, c'est bon, on est bon. Et, et en fait, elle en buvait tellement qu'elle s'est flinguée les reins. Déjà que les chimiothérapies peuvent engendrer des petits problèmes rénaux. Ça, par-dessus, elle s'est flinguée les reins, mais elle ne le disait pas parce que tous les médecins dans mon service n'étaient pas ouverts à ça. Et en fait, on s'en est rendu compte, il a fallu lui sortir les verres du nez. Donc, je me permets vraiment de rebondir sur ça. C'est que votre médecin, il vous juge, ok, c'est galère, ça fait chier, d'accord. Mais ne cachez pas. Parce qu'en fait, ça peut vraiment avoir un impact derrière sur vos thérapies. Ne cachez pas. S'il vous juge, vous aurez toujours quelqu'un autour de vous enfin, que ce soit des infirmiers, des aides-soignants, des ergots, des kinés ou même votre thérapeute, justement, holistique ou autre, qui sauront vous rassurer. Évitez les cachotteries. Ça peut avoir des conséquences. Donc, je suis désolée, je me permets de rebondir dessus, Swazik, mais tu as apporté un point qui est primordial, vraiment. Et bien se renseigner aussi auprès de qui on fait ces thérapies-là. Il y a malheureusement des dérives aussi. Donc, s'assurer de s'adresser à des vrais professionnels qui ont fait des études pour ça et qui vous proposent quelque chose de sécuritaire aussi, quoi. Bien sûr. Donc, pour répondre à ta question d'il y a à peu près 5 minutes, ouais, moi j'ai fait des choses. Alors, pendant les traitements, pas vraiment. Ouais, je ressentais pas l'énergie en fait pour ça à ce moment-là. Ici la Swazik du montage. En réécoutant l'épisode, j'ai pensé au fait que j'avais aussi fait de l'origami, par moi-même, à mon rythme et quand l'énergie était là, pendant et après mes traitements, ça m'a beaucoup aidé. Une sorte d'art-thérapie en solo, sans accompagnement. En tout cas, ça a été très thérapeutique pour moi. Ce qui me fait penser que vous avez cette possibilité dont on n'a pas parlé, d'utiliser ces médias de thérapie alternative tels que l'art, les animaux, la nature, de manière autonome. Évidemment, en vous assurant que c'est OK avec vos capacités, vos traitements du moment. Écoutez-vous et prenez plaisir à le faire, c'est par là aussi que ça passe. Par contre, après, j'ai testé des choses et depuis, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait une initiation au Tai Chi qui m'a fait beaucoup de bien et aujourd'hui, je fais du Qigong qui me réussit beaucoup, qui me parle beaucoup. Tu peux expliquer la différence entre les deux? Alors, je sais pas si je vais être très bonne pour expliquer la différence entre les deux. Le tai chi, c'est qu'on on visualise beaucoup plus le tai chi que le qigong parce que souvent on voit les gens dans le parc en train de faire les mouvements tout doucement là. Donc ça, c'est le tai chi qui correspond plus à une chorégraphie, si je peux dire ça comme ça. Alors attention, je ne suis pas du tout spécialiste. Je vous dis ça avec ma petite initiation. Mais le qigong, ça va plus être alors déjà, le chi, c'est l'énergie. Et donc, du coup, l'idée, ça va être d'amener de l'énergie dans les différents organes du corps et un équilibre aussi. Et en fait, bah, moi, ça me correspond déjà parce qu'au début du cours, ils expliquent, parce que ça part de la médecine chinoise. Et donc, ils expliquent ce qu'on va travailler ce jour, enfin, à cette activité-là, à cette séance-là. Donc ça vient nourrir mon cerveau, ça vient lui donner une explication concrète et rationnelle de ce qui va se passer. Et après, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on va, avec le Qigong, on va aller voir aussi où est-ce qu'il y a des contractions qu'on n'a pas, qu'on a toujours eues et qu'en fait, on les a tellement toujours eues que ça nous paraît normal et on se pose même pas la question, alors que le Qigong, justement, va venir nous faire voir ces contractions et essayer de les dénouer, quoi. Donc voilà, en gros, puis c'est très relaxant et tout ce qu'on veut. Donc ça part de la médecine chinoise. Si je reste sur la médecine chinoise, l'acupuncture, je ne sais pas si c'est nécessairement lié à la médecine chinoise, mais en l'occurrence, mon acupunctrice, elle en parle beaucoup. Tu fais oui de la tête, Héloïse, donc, et Betty aussi. Donc l'acupuncture est effectivement, ici, il y a une acupunctrice qui est spécialisée en cancérologie, donc comme quoi c'est possible. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, elle va aller prendre en compte les cicatrices aussi. Donc ça, l'acupuncture, pardon, peut aider au niveau des brûlures, au niveau de la fatigue, mais aussi au niveau des cicatrices. Et ça, je trouve ça bon à savoir. Est-ce que vous avez des choses à dire jusqu'à présent? N'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez compléter. Non, non, peut-être Betty, par rapport à tes patientes, celles que tu as à la Sauvirage, est-ce qu'elles t'ont raconté des choses, elles t'ont partagé?
Ben, je sais que j'en ai beaucoup là qui font de l'acupuncture. Nous, on n'en propose pas, mais il y a la Fondation québécoise du cancer aussi qui offre de l'acupuncture aux patients, gratuit ou à moindre coût. Je trouve ça vraiment génial. Et puis voilà, comme disait Swazik, bah, il y a aussi une acupunctrice vraiment spécialisée en cancérologie qui a son cabinet à Montréal. J'ai beaucoup de patientes qui utilisent ce service. Le nom de l'acupunctrice dont on parle est Judith Schedler. Si vous voulez en savoir plus sur l'acupuncture en lien avec le cancer, je vous invite à aller voir les différents onglets de son site. Elle parle des bienfaits de cette pratique sur différents effets secondaires, tels que la fatigue, les bouffées de chaleur, les nausées, les douleurs, la sécheresse buccale ou encore les neuropathies. Sur son site, dont le lien est en description, vous pourrez également trouver le registre des acupuncteurs et acupunctrices qui ont suivi sa formation en acupuncture et oncologie. Liste qui ne concerne que le Québec, mais peut-être qu'il existe des professionnels formés dans ce domaine aussi en France. Bah, nous, la massothérapie, quoi, c'est un énorme succès, on va dire, entre guillemets, où c'est très, très populaire. On est rendu à 2 mois d'attente, là. Donc, c'est vraiment des massothérapeutes, je précise, spécialisés en oncologie aussi. Ils font vraiment une formation spécifique en oncologie, parce que ça reste du massage, mais voilà, il y a quand même des choses à respecter. On peut pas masser n'importe où, pas avoir la même pression. On va pas vraiment être sur du massage thérapeutique comme un Suédois qu'on peut voir au Canada en tout cas. Et puis bah, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment encore une fois à moindre coût, quoi. Donc même pour des personnes qui n'ont pas énormément de budget ou qui ont jamais essayé, il y en a qui ont jamais eu de massage de leur vie avant. Et donc, je trouve ça vraiment génial de pouvoir proposer ce genre de service où, tu vois, là, ils ont le droit à 6 massages à 25 $ le massage versus dans la vie, le massage, c'est 100 $. Donc, je trouve que ça aide aussi aux personnes qui n'ont jamais essayé ça de pouvoir avoir l'opportunité. Et puis, je me permets de rebondir d'ailleurs sur l'importance, effectivement, que ce soit de parler justement de sa situation actuelle. Souvent, justement, les professionnels, ils prennent un temps au début de la séance pour faire le point auprès de la personne sur pourquoi elle vient et c'est quoi ses antécédents de santé, etc. Et parce que ça me fait penser, justement, j'avais vu une ostéo, du coup, thérapie alternative, non? Parce Ouais, que je crois que ouais, c'est encore tendancieux. C'est Ouais. associé au paramédical souvent, mais Mais ils n'ont c'est pas ça. le droit d'émettre de diagnostic non plus, les voilà. ostéopathes. Donc, je pense que c'est thérapie alternative. C'est ça. Donc j'ai menti, je suis allée voir une ostéo pendant mes traitements. En tout cas, dans une période où on savait pas trop en fait justement, et elle m'a bien dit, ok, ben je vais pas aller au niveau du médiastin ni au niveau du crâne parce que justement je voudrais pas activer des choses qu'il faudrait surtout pas activer. Et elle m'avait bien dit, autant l'ostéo ça peut faire vachement de bien, autant ça peut aussi faire du mal en fait. Et ça, je pense que c'est aussi un point quand même important, c'est que encore une fois, les thérapies alternatives, faut faire attention à avec qui on fait ça, mais aussi justement à bien prendre en compte sa situation, sa propre situation, parce que ben voilà, encore une fois, ça peut faire beaucoup de bien, mais si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, ça peut faire du mal aussi. Là, ce que tu amènes, c'est primordial, ce côté prévention et ce côté, en effet, du premier rendez-vous, que tu sois thérapeute holistique, que tu sois acupuncteur, que tu sois ostéo, de vraiment avoir un rendez-vous où tu poses des questions pour aider dans le diagnostic. Donc, on revient aussi à cette importance de ne pas mentir finalement, d'être carré et d'être franc sur tout ce qu'on a, quel que soit le thérapeute qu'on va voir. Parce que derrière, si on ne dit pas tout, comme tu viens de l'exprimer, il y a peut-être des conséquences. Mm. Donc, c'était le petit point prévention, mais je pense qu'il est intéressant à poser. Moi, j'ai des patientes qui se tournaient beaucoup vers l'holistique, hein, énormément. Donc, tout ce qui allait être tarot, tout ce qui allait être... Alors, c'est pas tarot, pardon, c'est Oracle. oracle, voilà, pardon. Oracle, tout ce qui allait être la recherche des mémoires akashiques, si je me trompe pas, les mémoires transgénérationnelles. Va y avoir aussi tout ce qui va être Reiki, va y avoir tout ce qui va être ces choses-là. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant, mais voilà, je voulais l'amener parce que moi j'ai beaucoup de patientes qui se sont tournées vers ça et deux patients qui ont eu la révélation finalement grâce au cancer, si je puis dire. Et ça leur a amené beaucoup de choses. Et quand j'étais en Nouvelle-Zélande, moi j'avais je peux en parler puisqu'elle en parle ouvertement.
La patronne avec qui je travaillais quand je suis partie faire mon voyage en Nouvelle-Zélande a dû arrêter parce qu'elle était en rémission de cancer, puis ça repartait, puis rémission, puis ça repartait. Et elle, justement, elle expliquait que ce qui l'avait sauvée, c'était d'arrêter les thérapies et de se soigner au curcuma, à toutes ces choses-là. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que elle disait que ça l'avait sauvée, mais 1 an ou 2 après, c'est revenu. Donc, en fait, c'est pour vous amener cette notion de chacun a sa propre histoire, d'accord? Et ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. J'entends des fois des personnes qui disent que le jeûne les a sauvés du cancer. Moi, si la personne, elle a rien fait sur son cancer et que juste au travers du jeûne, elle a pu soigner son cancer, ok, pas de souci, je te crois. Si par contre la personne en question a fait des thérapies et que par-dessus, elle a fait un jeûne et qu'elle me dit c'est ça qui m'a sauvé, là, par contre, je vais être un peu plus modérée. Donc, je suis un peu relou, mais c'est vraiment, je pense que c'est important de toujours ramener à ça. En effet, l'accumulation de ces thérapies peut vraiment amener des choses incroyables. Et encore une fois, je ne remets pas en cause les gens qui disent qu'ils n'ont fait strictement aucune thérapie médicale et qui se sont soignés que par du paramédical ou par des thérapies alternatives. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais attention aux faux discours. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, quand vous êtes avec un thérapeute alternatif, n'hésitez pas à le questionner lui-même sur ses propres pratiques, sur sa propre histoire aussi. Parce qu'encore une fois, on y revient peut-être. Si vous allez voir quelqu'un parce qu'il vous dit que lui, ça l'a sauvé du cancer, le jeune, ok, super. Qui c'est qui va vous parler? C'est vraiment le thérapeute ou c'est le mec qui s'est sauvé du cancer? Et comment il s'est sauvé du cancer? Je vous invite à lui poser toutes les questions. Vraiment, pour juste vous assurer que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement honnête dans sa démarche et où son but est complètement de vous accompagner vers le mieux et dans la meilleure des façons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous parle? En fait, justement, c'est ce que je me dis avec les thérapies alternatives, c'est que il faut y aller aussi avec ce qui nous convient. En fait, il faut tester aussi. Exactement. Parce que justement, dans les thérapies alternatives, il y a aussi le yoga et la méditation dont on entend beaucoup parler. Complètement. Et pour beaucoup de gens, ça fait du bien. Pour beaucoup de gens, ça leur parle et ça leur convient. Mais il y a aussi des personnes pour qui ça ne convient pas et c'est OK. Le fameux c'est OK. Parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a pas une chose qui peut convenir à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pareil avec la médecine. Il n'y a pas un traitement qui correspond déjà à tous les cancers, mais même à un cancer. Il y a plusieurs lignes de traitement possibles et on va y aller vraiment au cas par cas. Et je me dis que c'est pareil avec les thérapies alternatives, en fait. C'est que oui, allez-y, tentez le yoga si vous en avez envie, tentez la méditation si vous en avez envie. Et si c'est pas ça qui vous parle, allez tenter autre chose. Il y a une liste longue comme le bras de possibilités. Et moi, je pense que le point important pour moi, ça serait justement de pas se culpabiliser ben non, pour moi, ça fonctionne pas, bah c'est pas grave. Si tu as envie d'aller tester autre chose, va tester autre chose, quoi. Et si ça passe justement par quelque chose de plus holistique, effectivement, de plus spirituel, c'est ça le mot que je cherchais, de plus spirituel, bah c'est OK aussi, en fait. Pour moi aussi, dans la complémentarité, pour moi, les thérapies alternatives, elles aident aussi beaucoup à se connaître soi, en fait. Pour moi, c'est le but principal, en plus de se faire du bien, a priori, c'est aussi que tu apprends à te connaître de différentes manières, en fait. Complètement. C'est un peu reconnecter avec son corps, quoi. Carrément. Se le réapproprier. Ouais, bah moi, c'est ce que je me dis là avec le Qigong, l'acupuncture. Je fais aussi du massage du ventre, le Qinsang, je crois, de mémoire. Peut-être que je le dis pas bien. J'y étais presque. Il s'agit du Qinetsang. J'ai raccourci en disant que c'était un massage du ventre, mais pour être plus précis, c'est un massage abdominal qui vise à travailler et rééquilibrer les énergies des organes internes. En énergie chinoise, l'abdomen est le centre des émotions, c'est pour ça que c'est une zone importante. Des recherches occidentales ont d'ailleurs prouvé que nos intestins possèdent des neurones et des neurotransmetteurs qui interagissent avec notre cerveau. Le Qinetsang est un massage qui va permettre principalement d'améliorer les troubles intestinaux, de diminuer l'anxiété ou l'angoisse et atténuer les douleurs lombaires. Mais selon votre cas à vous, ça peut vous apporter plein d'autres choses éventuellement.
Mais c'est un massage au niveau du ventre qui est fait par une massothérapeute qui est formée pour. Donc là, pareil, il y a une tonne de massages. Juste ça déjà. Juste si on va sur le massage, il y a une tonne de massages possibles. Donc c'est pareil d'aller tester. Ça me permet vraiment effectivement une reconnexion avec le corps qu'on m'a pas appris en fait. Quand j'étais plus jeune, d'aller écouter mon corps et c'est pas pour rien que je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en insuffisance cardiaque, quoi. En fait, justement, moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est waouh, comment t'as fait pour ne pas t'en rendre compte avant? Ok, ton corps est jeune, ok, ton cœur donne le change, mais quand même. Donc, enfin, pour moi, c'est hyper important justement d'aller reconnecter au corps pour que s'il a des messages à passer, qu'on les entende plus vite et qu'on n'ait pas besoin de tomber malade pour entendre ça, quoi. Complètement. Puis là, tu soulèves autre chose finalement en racontant ton histoire, c'est que bah, toi, tu es en rémission de ton cancer et tu continues même plus finalement après ce cancer. Donc je pense que c'est intéressant de le dire aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est pas que pendant le moment du cancer, il y a l'après, justement, l'entre-deux chimio, l'entre-deux. C'est hyper important et je vais me permettre de faire un petit point avant. J'ai l'impression d'être très chiante ce soir, je m'en excuse. Enfin, je dis ce soir parce que c'est le soir chez moi. Mais, mais en fait, il y a, mine de rien, la prévention en amont sert aussi. On le sait, hein, que manger des produits ultra transformés, c'est cancérigène à souhait. On le sait que le manque de sommeil continu est un facteur favorisant. On sait que le manque d'activité est un facteur favorisant, que l'hypersédentarité est un facteur favorisant, que manger des fast-foods, c'est un facteur favorisant, que la cigarette est un facteur favorisant, que l'alcool est un facteur favorisant. Donc si j'explique tout ça, c'est aussi que voilà, le but finalement aussi de cette thématique aujourd'hui, c'est que on peut pas vous assurer qu'en faisant tout bien, en fumant pas, en buvant pas, vous aurez pas de cancer. Bien sûr que non. Voilà. Si seulement. On est d'accord. J'ai des patients atteints d'un cancer du poumon, ils n'avaient jamais fumé de leur vie. Donc, c'est pas juste. C'est pas juste, justement. Cette notion, on n'est pas équitable face à la maladie. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équité. Clairement, c'est injuste. On a des meilleures compositions que d'autres, un je ne sais quoi qui fait que. Par contre, en effet, il y a des moyens de limiter la prolifération de cancers. Et c'est justement ce qu'on appelle tous les facteurs favorisant au cancer. Donc, il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, quand on est une femme, se palper les seins régulièrement, juste pour vérifier s'il n'y a pas des boules et des petites masses et aller voir son gynéco une fois par an. Ça peut être faire un test à l'effort. Tu vois, tu disais que tu n'avais pas vu ton insuffisance cardiaque. Si vous sentez que vous êtes essoufflé, que ça perdure un peu, pourquoi pas faire un test à l'effort une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Des petits check-ups comme ça qui, en fait, permettront de voir le cancer s'il est là très tôt. Et là, j'amène une nouvelle notion, c'est que je dis pas que tous les cancers sont résorbables. Je dis pas qu'on peut soigner tous les cancers. Par contre, une chose est sûre, c'est que plus il est pris tôt le cancer, moins c'est compliqué. Le nombre de personnes, dans mon service, moi, c'était plutôt les mélanomes, les cancers de peau et tous les cancers de peau associés. Là, je vais parler du mélanome. Donc, mélanome, ça peut être via des grains de beauté un peu bizarres ou ça peut être justement par des personnes qui ont trop pris le soleil et qui ne se sont pas protégées. Les 3/4 du temps, ils venaient parce qu'ils avaient une érythrodermie, c'est-à-dire une rougeur intense sur tout le corps, enfin vraiment quelque chose de visible, et ils venaient. On leur faisait leur scanner, mais en fait, c'était des arbres de Noël. Ils étaient pleins partout. Ils n'avaient jamais fait surveiller leur grain de beauté. Ça se mettait, moi j'appelle ça la graisse à traire pendant des années pour être hyper bronzé et faire ces super photos sur Insta. Ouais, super. Bon, Insta n'existait pas à l'époque. Mais quoique, j'ai eu quand même des personnes de 26 ans avec un cancer en stade 4, c'est-à-dire le stade terminal. Et en fait, ces personnes, elles étaient là, oui, mais je savais pas, oui, mais ok, vous êtes allé voir un dermato une fois dans votre vie? Non, jamais. Ce grain de beauté, il a toujours été bizarre. Ah non, il a toujours bougé. Ah ouais, ok. Et vraiment, vraiment, ce côté préventif, les 3/4 de ces cancers, s'ils avaient été pris à temps, on n'en serait pas là. On serait juste à leur enlever des grains de beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que tu as ça, le but, c'est pas de rentrer dans un côté anxiogène. Loin de là. Le but, c'est justement prévenir. Au même titre que la médecine chinoise. La médecine chinoise, finalement, ils sont dans ce truc de prévenir, prévenir, prévenir. Et c'est quand il y a un souci qu'ils estiment qu'ils n'ont pas réussi leur boulot. Donc voilà, donc cet instant prévention, je pense qu'il est important.
Voilà, peut-être vous caler une fois par mois un petit check-up, un petit rendez-vous, une fois tous les 6 mois, j'en sais rien. Entre, quand je dis un coup, ça va être la dermato, 6 mois plus tard, ça va être, j'en sais rien, le gynéco, et 8 mois plus tard, ça peut être un test à l'effort. Bon, tout ça, au final, c'est étalé sur 3 ans, quoi. Et je sais pas au Canada si c'est pareil pour vous, mais en France, nous, à partir d'un certain âge, en plus, les dépistages sont gratuits. Dépistage du col de l'utérus, dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du côlon pour les hommes, de la prostate. Il y a des choses, en fait, qui sont prises en charge par la Sécu. Je parle pour la France. Je sais même pas, moi, si c'est gratuit les dépistages à partir d'un certain âge. Il y a des choses à partir d'un certain âge qui sont, ouais, qui sont prises en charge parce que justement, c'est l'idée de prévention, justement. Puis c'est sûr que ça coûte moins cher à tout le monde si c'est pris en avance, hein. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr que le gouvernement agit, mais sans viser personne. Que ce soit en France ou au Québec, des programmes nationaux organisent des dépistages pour le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, une mammographie est proposée et prise en charge tous les 2 ans pour les femmes à partir de 50 ans, jusqu'à 69 ans pour le Québec et 74 ans pour la France. Pour le cancer colorectal, il s'agit d'un test immunologique ou immunochimique à faire chez soi tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. Enfin, pour le col de l'utérus, un test est effectué dès 25 ans. En France, entre 25 et 29 ans, le test cytologique est effectué tous les 3 ans, après 2 tests normaux à 1 an d'intervalle. À partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, il s'agit d'un test HPV plus efficace à faire tous les 5 ans. Ces différents tests sont alors pris en charge en partie et souvent complétés par la mutuelle ou en totalité via l'invitation par courrier à passer le test. Au Québec, un programme visant à remplacer le test cytologique par le test HPV dès 25 ans est en cours. Il sera alors possible de le recevoir gratuitement et l'effectuer de façon autonome à domicile. Pour l'instant, le test PAP est pris en charge seulement avec une prescription médicale. On parle ici des dépistages pour la population générale. Pour les personnes ayant des antécédents médicaux ou porteuses d'une anomalie génétique, les examens et leurs fréquences sont différents et adaptés à l'histoire familiale. Et on parle seulement des dépistages pris en charge dans les âges les plus à risque, mais il est aussi conseillé, entre autres, de faire un examen clinique des seins par un professionnel chaque année dès 25 ans, de faire une autopalpation très régulièrement, que ce soit des seins ou des testicules, de surveiller d'éventuels saignements dans les selles ou dans l'urine, de consulter en cas de fatigue, douleur ou plaie persistante, ou encore en cas d'amaigrissement non expliqué. Un long laïus pour vous rappeler l'importance des dépistages mis en place par les gouvernements, mais aussi en dehors des âges les plus à risque. C'est compliqué aussi parce que j'entends pas mal de témoignages aussi de femmes qui ont dû se battre avec leur médecin ou qui ont dû aller voir d'autres médecins parce que justement elles sentaient une boule, elles sentaient quelque chose et qu'on leur répondait ben non mais pas à votre âge, etc. Donc ça aussi je pense que la mentalité change là-dessus. Mais c'est des deux côtés, en fait. Effectivement, c'est du côté des personnes à pas hésiter à aller faire des préventions, des check-ups, comme tu dis, et du côté des médecins à entendre aussi quand il y a un ressenti. Enfin, voilà, les personnes sont les mieux placées pour connaître leur corps aussi. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Et donc, les thérapies alternatives, finalement, ne pas attendre d'avoir ou d'avoir eu un cancer pour y aller. Clairement. Autant en profiter et en faire pour apprendre à plus se connaître avant d'en arriver là. Si les personnes sont ouvertes à ça, foncez. Est-ce que, donc toi, Swazik, tu nous as dit, mais est-ce que toi, Betty, par exemple, tu as aussi fait justement des thérapies alternatives puisque voilà, tu n'as pas eu de cancer ou quoi, donc Bien sûr, moi, je vois un acupuncteur. D'ailleurs, je le vois demain. oui. J'adore ça. Ça me fait du bien, déjà, dans un premier temps. Et bah, après, c'est vrai que moi, je suis un peu la team où j'aime pas trop prendre antibiotiques, médicaments, et je préfère anticiper, justement, prévenir et me mettre des aiguilles sur le corps. Non, j'aime beaucoup l'acupuncture. Et bah après, je suis massothérapeute, donc forcément, la massothérapie, moi, je suis une grande gourmande de la massothérapie. Je trouve ça génial. Et l'ostéopathie aussi. Je fais souvent de l'ostéopathie. Puis toi? Moi, acupuncture aussi, pas mal, clairement. Acupuncture, pardon, ostéo, n'importe quoi. C'est que l'acupuncture, je veux le faire. C'est mon prochain truc. Mais Donc t'as non, jamais fait? non, j'ai jamais fait, j'aimerais beaucoup. Donc voilà, donc non, ça a été ostéo beaucoup. J'ai essayé une fois une séance de kinésio, ça a été très surprenant.
Alors donc du coup kinésio version français, donc c'est quelque chose. Enfin voilà, moi j'arrive du médical. À la base, je suis la fille la plus cartésienne du monde. Je crois que ce que je vois. Il y a encore, allez, 2 ans, tu me parlais, même si, voilà, j'étais pas du tout contre les rebouteux, tout ça pour le feu, mais j'étais comme mon médecin, je savais pas à quoi ça servait, mais je comprenais que ça pouvait fonctionner. Et moi, tant que ça faisait du bien aux patients, j'étais heureuse pour eux. Mais voilà, les filles, à l'époque, elles me parlaient de leurs fées, de leurs oracles, de leurs machins. Je regardais mes patients, je disais, ah oui, oui, pas de souci. Alors, je les jugeais pas, j'étais hyper à l'écoute, mais ça me parlait pas. Donc, je vais pas mentir, j'étais quelqu'un de très fermé hein, sur ces sujets. Et depuis 2 ans, ouais, je suis un peu plus ouverte à ça. Puis j'ai vu aussi ce que ça pouvait apporter aux gens. Et donc j'ai dit, bah, sois pas débile, va voir en fait, au lieu de parler sans savoir. Hein, c'est bien, là, Héloïse, d'avoir tes petites idées préconçues, mais va vérifier. Et la séance de kinésio m'a beaucoup troublée. Parce que la fille ne me connaissait ni Nadan ni Dev, enfin clairement, hein, on n'avait aucun ami en commun. Elle m'a sorti des trucs quand même, juste en me tapotant le poignet je fais ah oui d'accord bon ok. Et pas les trucs basiques, oui vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Non non, on était sur de la précision chirurgicale, donc ça a été surprenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de Reiki, j'en ai fait un petit peu, pareil curiosité. Tout le Ah, monde me moi disait aussi. ah, tu vois, le truc habituel, tout le monde me disait oui, t'as un truc dans les mains. Je fais ouais, bon, je suis infirmière en même temps, donc oui, je sais bien piquer, je vais peut-être un truc, je vais peut-être me mettre à l'acupuncture. Mais, mais le Reiki, j'ai essayé aussi, j'ai passé mon premier degré de Reiki. Ah Après, je pense, ouais. ouais, ouais, ouais. Après, la personne avec qui je l'ai fait à l'époque, bon, déjà, je n'étais pas très ouverte à ça, je l'ai fait sans être très convaincue, j'avoue. Et puis, la personne avec qui je l'ai fait à l'époque, elle était quand même trop allumée pour moi. Pourquoi C'était tu l'as pas fait alors? curiosité. Franchement, je pense pas que l'intention était très bonne, en toute transparence. C'était vraiment la curiosité. Voilà. Après, je suis pas fermée à le refaire. Et puis voilà. Donc, je suis de plus en plus ouverte à ça. Après, j'apprends. Mais en tout cas, je remercierai, j'en profite en fait pour juste remercier mes patients et patientes parce que c'est eux en fait qui m'ont amené à ça. Et oui, j'ai vu que ça pouvait profondément marcher sur certains, en tout cas que ça avait des effets clairement très bénéfiques. Et à un moment donné, bah, c'est eux qui m'ont amené à sois pas idiote, Héloïse, va voir un peu et puis fais-toi ta propre opinion. Mhm. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à juger sans avoir testé eux-mêmes finalement, hein. Encore une fois, moi je me dis si ça leur fait du bien, si ça marche pour eux, pourquoi on s'embête? Mais c'est clair. Et- Ouais. Moi j'ai fait un soin énergétique. Je vais tester le Reiki à la fin du mois. Je vous dirai. J'ai un rendez-vous. Mais j'ai fait soin énergétique et j'ai des oracles que j'utilise pas très souvent, mais des fois, l'envie me prend. Et en fait, le truc que moi je me dis avec les oracles déjà, c'est que c'est pas l'idée de deviner ton avenir, etc. On n'est pas là-dedans avec les oracles. C'est vraiment juste, justement, d'aller tirer des cartes et de voir, toi, ça te fait penser à quoi, en fait. Et pour moi, c'est le même principe qu'on utilise en psycho et notamment par rapport aux rêves. C'est vraiment de l'association d'idées, en fait. Oui, C'est que, ok, tu as ce truc-là, c'est justement pour les rêves, les histoires de bouquins où tel symbole, ça veut dire tel truc. Oubliez ça, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les rêves vraiment qu'on va interpréter en psychologie, c'est vraiment avec l'association d'idées de, ok, il s'est passé ça vous fait penser à quoi, qui vous fait penser à quoi, qui vous fait penser à quoi, puis on finit par arriver à quelque chose d'assez profond. Pour moi, l'oracle, c'est un peu ça aussi. C'est faire jouer le hasard et utiliser l'association d'idées. Personnellement, j'ai eu des trucs un peu dingues des fois, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Des trucs que j'explique pas, mais qui m'ont parlé. Il y a les magnétiseurs aussi. J'ai une amie, moi, en France, qui est magnétiseuse et qui travaille énormément avec les personnes atteintes de cancer. Donc moi, j'ai jamais testé de magnétiseur personnellement, mais j'ai des échos comme quoi ça fait beaucoup de bien aussi. Il paraît que j'ai le don de penser, parce que comme je suis née en siège, il paraît que quand on est en siège, on a un don. Et moi, j'ai le don de penser. Le don de penser, c'est justement au niveau du massage. Et en fait, ça soulage vachement. Ma mère y croit plus que moi, je crois, mais les quelques fois où je l'ai fait, ça a vraiment soulagé les gens. Alors après, justement, est-ce que moi, je dois me mettre à la massothérapie, peut-être? Mhm. c'est peut-être un signe. Mais après, là, tu vois, tu amènes une Le petite Reiki, il te notion. dira peut-être. Ouais, Ouais, carrément. ouais, carrément. Tu amènes une notion qui est intéressante et je vais faire un parallèle avec le paramédical.
c'est la notion de croyance et d'effet placebo. Je Mm. m'explique. C'est pas rare, nous, que quand des fois on est des patients qui soient compliqués au niveau de la douleur ou des choses comme ça, et on n'arrive pas à savoir si c'est une réelle douleur physique ou si c'est une douleur psychologique qui induit une douleur physique. Des fois, on donne des traitements placebo pour nous-mêmes évaluer, pour éviter des surdosages en morphine ou des choses comme ça. Hein, parce qu'il y en a, ils te mangeraient de la morphine comme des Smarties. Donc, voilà. Et en fait, quand on voit que ça fonctionne, ben nous, ça nous permet aussi d'évaluer et dire, OK, bon, d'accord, il y a tout un pan psychologique derrière où la personne exprime son mal-être au travers d'une douleur physique, induite et autres. Donc ça, on est sur l'effet placebo pur. Et après, ben, c'est justement le pouvoir de la croyance. Et en fait, c'est ce que disait mon médecin, et ça, c'est quelque chose pour le coup auquel je crois. Dans le coaching, je l'explique, les croyances, elles agissent comme un filtre au niveau de votre vie et de votre mode de fonctionnement. Ben, la croyance, si elle est ressource, si pour vous c'est une ressource, par exemple de ne croire qu'au médical, ben, peut-être que ça va vous permettre que ça fonctionne mieux parce que vous avez cette croyance que le médical c'est la vie et donc si vous ça vous parle tant mieux. Et à l'inverse, si vous avez cette croyance que le curcuma c'est la vie, que manger de l'ail c'est la vie, que toutes les thérapies holistiques c'est la vie, eh ben allez-y. Parce qu'en fait, on l'apprend de plus en plus grâce aux neurosciences, grâce à 1000 études. Le pouvoir du cerveau est incroyable. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, alors là, on va pas lancer le débat, mais que finalement, les mots MAUX que l'on a, les mots de notre corps, sont dus à nos mots MOTS que l'on s'invente, que l'on se crée, que finalement, en fait, notre corps, même nos cancers, même énormément de nos pathologies, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas rentrer dans ce débat, on y croit, on n'y croit pas. Je dis juste que certaines personnes vont jusqu'à dire ça. Et donc, pour répondre aussi à ce courant qui peut exister, c'est que parfois, le pouvoir de la croyance derrière peut vraiment amener à des effets positifs. Un peu la méthode Coué pour à l'ancienne, des choses comme ça. Je ne dis pas que ça va vous sauver. Je dis juste que si c'est une ressource pour vous, ça peut profondément apaiser vos douleurs, ça peut profondément apaiser votre deuil aussi avant le cancer, et ça peut profondément vous apaiser au travers de ce parcours de la maladie. Voilà, c'était une petite notion que je voulais amener. Non, mais complètement, moi je suis complètement d'accord avec toi que ça pourra que les aider dans tout leur processus médical. Donc clairement, si ça leur fait du bien, faut qu'ils y aillent. Ouais, c'est encore une fois vraiment tout ça est en complémentarité. Et je voulais quand même aussi évoquer, là encore, une grande catégorie d'art-thérapie qui peut englober là aussi plein de médias différents, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit le dessin, que ce soit, que sais-je encore, L'écriture. l'écriture, tout à fait. En tout cas, ça aussi, c'est une possibilité que les gens peuvent aller creuser, j'ai envie de dire. Complètement. Le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de tout ça, c'est génial. Après, évidemment, dans ce podcast, hélas, on peut pas parler de tout, sinon le podcast durait à peu près 8 heures. Mais voilà, l'idée, c'était d'amener des notions, de parler des différentes thérapeutiques. Limite, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent? Quel est votre avis sur ça et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour clôturer un peu ce podcast? Bah, comme d'habitude, écoutez-vous et si ça vous parle, bah, allez-y, soyez curieux. De toute façon, ça n'engage à rien, quoi. Testez et puis si ça vous a pas parlé, bah, n'y retournez pas. Puis voilà. Et tester autre chose. Voilà. Je suis d'accord. Ne croyez pas qu'il y a une seule manière de faire. Il y a vraiment votre manière à vous. Il y a les choses qui vont vous correspondre à vous. Et ça, il n'y a que en testant qu'on peut savoir. Et je suis absolument convaincue que ça peut être très complémentaire au médical et au paramédical. Absolument, quoi. Mm. Est-ce Pas que plus à dire, hein. Pas beaucoup plus, je suis entièrement d'accord. Et puis, vraiment, écoutez-vous, vérifiez malgré tout les compétences, écoutez ce feeling, cette petite voix qui vous dit c'est la bonne personne ou pas. Et ne vous limitez pas, justement. Allez à la découverte de ce dont vous avez envie et respectez aussi vos propres croyances et vos valeurs.
voilà, la solution du voisin n'est pas forcément la bonne pour vous. Tout est accepté et tout est OK. Carrément. Puis si vous voulez pas parler de vos pratiques parce que vous avez peur d'être pris pour un illuminé, ben n'en parlez pas ou parlez-en que aux personnes qui vous jugeront pas. Puis voilà. Au médecin quand même, hein, selon les Oui, trucs. non, pardon. Oui. Ok, j'enlèverai peut-être ça. Attention. Ouais, non, je pensais plus aux proches autour et tout. Et je fais une petite aparté référence, on va dire, au livre de Sophie Reiss, Un cancer en cadeau, qui, elle, justement, a regroupé beaucoup. Alors, je pense que là encore, la liste n'est pas exhaustive parce que je pense qu'une liste exhaustive est difficile à faire, mais en tout cas, elle a regroupé beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, si ça vous intéresse. Et je me permets une petite pub parce que, alors une petite pub en avance parce que justement, j'ai comme idée d'un podcast à faire et ça serait axé sur la rémission et j'aimerais justement beaucoup aller interroger des professionnels qui ont des thérapies alternatives pour aller creuser un peu cette idée-là de qu'est-ce que ça peut apporter dans la rémission. Voilà, je me permettrai sûrement de passer le message ici quand ça sortira, si Bah, c'est validé par carrément. les filles. Carrément, évidemment. Mais en tout cas, ouais, bah, pour dire que vraiment, je suis absolument convaincue de l'intérêt d'aller tester ces choses-là. Alors, est-ce que ça clôturerait notre épisode, dis donc? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et si les gens ont des questions, quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous, surtout. Alors, tu me fais penser justement sur Spotify. Maintenant, je suis allée creuser cette idée-là. J'ai découvert qu'on pouvait mettre des questions-réponses et des sondages. Ah, Donc, génial. maintenant, sur Spotify, vous pouvez, il y a la question de qu'avez-vous pensé de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit message à cet endroit-là et n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles pour pouvoir faire connaître un petit peu plus le podcast également. Carrément. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous propose de lever nos verres. À la santé du Santé du cancer.